Première séance relative à ce module euh, que je qualifiais de complexe, compliqué. C'est un titre un petit peu gros qui concerne l'industrie 4.0, que bien sûr je reconnais les figures de certains avec qui on a passé le semestre de l'année passée, en première année du cycle Bac plus 5, formation continue, donc management industriel et ingénierie. Et ce module, bien sûr, ça coïncide et ça tombe bien, donc il est en parfaite harmonie avec la formation du management industriel. Bien sûr, l'option, c'est génie industriel. Donc, pour ceux qui me connaissent, donc, je suis un professeur qui appartient à cet établissement qui nous a rejoint cette année. Peut-être ceux qui sont à distance. Donc, c'est un plaisir de travailler avec vous et de partager un certain nombre de connaissances. Donc, qu'il y ait une certaine continuité entre les modules de l'année dernière et ceux de cette année. Encore, le module, c'est un module un petit peu compliqué, complexe, tout simplement parce qu'on parle de l'industrie, pas l'industrie classique, un petit peu basée sur le manufacturing, etc., mais plutôt c'est une industrie intelligente. Vous connaissez mieux que moi qu'aujourd'hui, on passe d'une industrie à une autre, de l'industrie 0.0, 2.0, 3.0 et aujourd'hui 4.0 et ailleurs dans les autres pays occidentaux et aux États-Unis d'Amérique notamment, on est en train de basculer vers l'industrie de futur. C'est une industrie un petit peu intelligente et qu'on qualifie de 5.0. Alors, au niveau marocain, j'avoue qu'on est un petit peu vers les 3.0. On n'a pas encore, je dirais, de façon officielle le 4.0 parce que ça nous manque beaucoup de choses. Donc, je commence par une introduction zéro. Hein, donc, je ne vais pas encore démarrer le cours de façon directe. Je dois introduire, bien évidemment, pour un petit peu savoir ce qui se passe et ce qui va se passer. On parle de l'industrie, on parle de la robotisation, on parle de beaucoup de choses, mais parfois on ne sait pas c'est quoi. Justement parce qu'on n'est pas des vrais généralistes qui peuvent savoir l'ensemble des spécialités qui intègrent que je peux qualifier aussi de filière 4.0, qui intègre un petit peu tout. Donc, on parle notamment de la transition industrielle. Et donc, on est en quelque sorte vers l'industrie 4.0, sachant que la plupart des entreprises, notamment marocaines puis africaines, sont plutôt 3.0. On est juste l'automatisation au sens propre du terme. Si je pose la question la plus simple, la plus facile, c'est quoi l'industrie 4.0? Tout de suite. Déjà l'industrie. Non. Voilà, donc c'est une réponse. La technologie digitale doit être intégrée dans l'entreprise, dans l'industrie. Quoi encore? Voilà, donc l'intelligence artificielle qui va rejoindre non, la robotique. Allez, quelques mots-clés aussi qui peuvent, je ne sais pas si ceux qui se trouvent à distance nous entendent bien. Donc, on essaye donc de répéter un petit peu ce que vos collègues sont en train de nous proposer comme mots-clés. Comme ça, vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe dans la salle. Donc, peut-être, donc, si bien la digitalisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la transition digitale ou numérique, que le ministère de l'Industrie aborde avec une certaine vitesse. Il cherche vraiment à basculer
vers une, une usine ou une industrie un petit peu digitalisée, numérisée, parce qu'on a des objectifs derrière tout cela. Mais aussi l'intelligence artificielle, en gros, derrière tout cela, il y a une certaine technologie. Donc, on parle aussi de l'intégration technologique au sens propre du terme, pas seulement virtuelle informatique, mais aussi robotique. Et donc, je vais avancer vers ce mot clé au niveau industriel pour un petit peu bousculer. Donc, on parle de la robotique qui représente rien que la robotique et représente un domaine pluridisciplinaire, multiphysique. Et c'est ça où réside la complication, justement, de cette industrie 4.0. Donc, vous voyez, j'ai mis un certain nombre de flèches pour un petit peu identifier quelques, je dirais, quelques domaines. Donc, un des lots robots qui représente juste une petite zone, une petite place, l'industrie 4.0. Et on voit que décortiquant cette robotisation des systèmes, parce qu'en gros, robotiser, c'est le vrai terme de la robotisation, c'est l'automatique. Le vrai terme de l'intelligence artificielle, c'est l'automatique. Un système automatisé, ça peut être un système physique, comme ça peut être un système macroscopique type usine. L'usine, c'est un système. Et est-ce qu'on le voit d'un point de vue microscopique physiquement, en touchant la physique, ou là, on le voit d'un point de vue macroscopique et on voit le flux discontinu les produits, la production, quel soit le type de la production, qui peut être tout simplement l'emballage, les produits de l'agriculture, tomates, ou ce que vous voulez. Ça peut être aussi une chaîne de production pour produire des véhicules, type automobile. Ça peut être tout simplement chaîne de production pharmaceutique pour produire des médicaments, puis faire un petit peu le dosage, utiliser la robotique pour intégrer un certain nombre d'ingrédients pour qu'à la fin de la chaîne, produire ce qu'on appelle comprimé, ou là, des tubes injectés, l'insuline, etc., etc. Donc voilà un petit peu. Donc on essaie de démarrer avec ce terme robotique pour dire où est-ce qu'on va le trouver. Donc regardez avec moi ce schéma. Il y a, je peux commencer de la gauche vers la droite ou inversement. On a un certain nombre de choses. On a par exemple la mécanique. Quand je parle de la robotique, obligatoirement, et sous-entendu, la mécanique est là. Mais attention, il n'y a pas que la mécanique. On a l'électronique. Tout type d'électronique. Aujourd'hui, on est en train de converger vers le microélectronique. Au lieu de travailler avec des systèmes gigantesques, et donc on aura besoin des cartes électroniques d'un demi-mètre, plus ou moins. Maintenant, on a commencé, on est en train de décompresser et on est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui le microélectronique. Aujourd'hui, on est content quand même, parce que quand même, il y a deux mois, je pense, des chercheurs marocains, ils ont développé des satellites en collaboration avec leurs collègues américains, et ils les ont lancé des micro-satellites qui se basent sur le microélectronique. Avant, satellite Mohamed 1, Mohamed 2 par exemple, Mohamed 6, A et B, les versions qui sont en train de sillonner un petit peu le monde, surtout la région d'Iana, pour un petit peu contrôler, surveiller, superviser nos frontières, les terres agricoles. Et vous connaissez un petit peu. Donc maintenant, avec le microcontrôleur et la robotique développée avec l'intelligence artificielle, on a pu développer nos propres systèmes, et ça ne peut qu'être avantageux pour nous. Ça nous permet d'avancer un petit peu vers la technologie de pointe. Donc, on a l'informatique, d'accord?
C'est tout à fait. Quand tu parles digitalisation et l'intégration de digital au niveau de l'entreprise, par défaut, tu parles d'un système informatique évolué, bien sûr, programmation, etc., qui permet justement de faire avancer, de faire circuler l'information d'un département à un autre, d'une zone à une autre, de la salle de maintenance vers la salle de production. On essaie de voir plus tard un petit peu ces différentes notions. J'ai mis l'automatique et juste au-dessous, j'ai mis l'intelligence artificielle parce que les deux sont de façon directe et donc on ne peut pas les séparer. D'ailleurs, le premier, je pense, c'est un Iranien qui était la base automaticien, qui travaille sur des systèmes physiques et donc il cherche la partie commande à développer, les calculateurs, etc. Donc, il a proposé un outil de l'intelligence artificielle qui commence à fleurir aujourd'hui. C'est de la logique flow et la commande flow. En sachant qu'on a d'autres. Et ce sont des automaticiens qui ont démarré l'intelligence artificielle FLAS avant que les informaticiens viennent compléter. Les années 2003, déjà, je me rappelle, on descendait à Paris pour faire des réunions entre les automaticiens. On a demandé à ce que les informaticiens viennent pour qu'on puisse leur expliquer le point de vue, puisque nous, on touche le côté physique, alors que eux, ils développent des algorithmes en fonction d'un certain cahier de charge. Mais nous, on est obligé de travailler sur le côté physique, de basculer vers l'informatique et l'informatique industrielle, les calculateurs. D'accord. Donc après, donc, عندنا la physique, voilà, donc, حطيته لتحت parce que je sais que l'intelligence se base sur la physique, et se base sur l'énergétique, et se base sur les énergies renouvelables, et se base sur tout ce qui est énergie, puissance. Et il se base sur les variables d'état que les automaticiens utilisent via des systèmes type capteurs pour pouvoir faire de la mesure, pour faire de la régulation. Et c'est ça l'automatisation, c'est la l'intelligence artificielle. S'il n'utilise pas de capteurs, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle. Donc les capteurs, ce sont des éléments technologiques fondamentaux dans l'industrie. Eh bien, regardez avec moi un mot qui est un petit peu lancé à côté, c'est l'éthique. L'éthique, l'analytique, c'est ça, c'est de l'industriel, et pas seulement, l'universitaire aussi. Et donc, l'éthique fait un certain nombre de principes pour conduire un projet, pour conduire une équipe, pour conduire beaucoup de choses. Il ne faut pas mentir, il faut être... C'est le côté national. Doctoral pour les doctorants qui intègrent le cycle doctoral. Et on a tout un cours, bien sûr,
Ah, C'est bon, donc tu peux ouvrir mon fichier. Ah, d'accord, parfait. Dero. Donc, Diego, là, un écran. Voilà, vérifie juste l'enregistrement. Ah oui, donc je vais revenir ici, partage d'écran. Là, les pages. Désolé pour le réseau qui part de temps en temps, mais on avance doucement de toute façon. Donc, je vais parler un petit peu de... Je suis arrivé à la partie matériaux qui représente dans le choix de nos systèmes technologiques un pilier fondamental. J'ai donné l'exemple de l'avion qui tombait, la 330, si je ne me trompe pas, 2000, de l'Airbus voilà, je pense 330 ou la 320. Et justement, ils ont montré finalement que c'était à cause d'un capteur qui a été d'ailleurs utilisé en dehors de sa durée de fonctionnement ou sa durée de vie, parce qu'en général, euh, donc la sonde, il volait en plus ou moins 10 000 heures. Et l'entreprise en général, dans ses plaques signalétiques, il te dit, une fois que tu dépasses une telle heure, il faut changer. Malheureusement, l'entreprise n'a pas changé et il a eu la catastrophe. Ils ont volé presque 13 000 heures. 13 000 heures, ça veut dire 3 000 heures de plus. Si on prend l'exemple de Rabat-Paris, on est à peu près 2 heures et demie. Faites le calcul de 3 000 heures. Combien d'allers-retours cet avion avait fait dans le risque, en prenant un risque très, très important. Et malheureusement, on a perdu 228 personnes gratuitement. Et le calcul, ils ont fait le calcul parce que ils ont fait des enquêtes. Il y avait à peu près 300, je pense, véhicules qui tournent, qui sillonnent le monde. Avec les 300 peut-être sondes à changer, ça devait coûter même pas 5 000 euros, 50 000 dirhams. C'est, voilà, donc c'est justement cela parce qu'il y avait le problème de corrosion de la matière et surtout, lorsqu'il est tombé en panne, peut-être qu'il y a le problème du givrage. Et on sait bien que l'avion vole à peu près 10 000 mètres en haut et on a presque une température de moins 50 degrés. On dirait qu'on est dans un congélateur. Et donc le signal, avec la corrosion du givrage, le signal ne peut pas être lu par le calculateur à bord. Et vous savez aussi mieux que moi que les avions, les points critiques d'Yalhom, c'est surtout au niveau de décollage et d'atterrissage. Une fois qu'on est sur l'orbite, sur plutôt la trajectoire d'Yalha, il devient autopiloté. Donc le pilote ne fait presque rien. Le fait qu'on est parti boire un verre de thé et le problème s'est passé au même moment où les pilotes sont partis. Donc, on n'a pas pu gérer la catastrophe correctement puisque l'avion il commence à perdre la vitesse. Et en perdant la vitesse, malheureusement, avec une telle vitesse de très bien 850 km/h, donc en quelques secondes, on est rentré dans une zone de turbulence où vraiment la pression très très élevée, donc on ne peut pas sortir indemne. Donc voilà, donc c'est pourquoi donc j'insiste un petit peu sur cela, où vous voyez un petit peu l'image à côté, c'est toute la robotisation qui est en train de construire un robot. La robotique avec la robotisation. Parce que finalement, un automobile, c'est presque un robot. Et maintenant, on est en train de l'automatiser davantage pour le rendre, ce véhicule intelligent, autonome. Ça veut dire, même s'il n'y a pas de conducteur, il peut faire l'affaire avec l'intelligence artificielle, justement, et d'autres systèmes aussi puissants, et tout en prenant en considération l'autonomie du système d'un point de vue
pas seulement intelligence, mais aussi d'un point de vue énergétique. Donc c'est pourquoi lorsqu'on parle de l'intelligence et de l'autonomie, il ne faut pas oublier que vous avez l'autonomie d'un point de vue énergétique, tout ce qui est lié à l'énergie. Un être humain ne peut pas faire quoi que ce soit s'il n'est pas alimenté, il n'a rien mangé. La même chose, s'il est fatigué, il ne peut pas un petit peu réfléchir et faire des propositions, et donc le cerveau. Finalement, si je fais la comparaison, donc le côté énergie, alimentation, c'est ce qu'on mange, c'est ce que les batteries nous donnent, ce qui est stocké. C'est pourquoi on doit aussi faire des bons choix de batterie pour alimenter le système aérien ou terrestre, peu importe. Mais aussi d'un point de vue décisionnel. Et donc, l'utilisation des calculateurs voit exactement le cerveau humain pour réfléchir, pour faire des stratégies, pour donner des consignes à suivre. Donc, voilà un petit peu l'idée sur ce qu'on peut dire sur ce. Donc, j'ai donné une définition un petit peu simple, simpliste. Donc, la robotique peut être définie comme étant l'ensemble des techniques et études tendant à concevoir des systèmes mécaniques, informatiques ou mixtes, donc de type manipulateur ou mobile. Parce que la robotique, il y a plusieurs types. La robotique mobile, la robotique industrielle, et on a aussi l'interaction. On peut parler de la cobotique aujourd'hui. Ça veut dire interaction homme-machine, interaction entre les robots et les humains. Encore mieux, les plates logistiques aujourd'hui, qu'on appelle la logistique 4.0 dans les pays les plus développés, c'est les robots qui fonctionnent. Tu es dans une plateforme logistique type port, où il y a de la production, il y a des conteneurs qui se trouvent un petit peu partout, et nous avons des bateaux, des cargos qui attendent le chargement. Et au lieu de faire intervenir les opérateurs, aujourd'hui, il y a plusieurs exemples, aujourd'hui partout dans le monde, où le robot qui fait le tout. Il y a un robot manipulateur qui donne le produit à un robot mobile qui va traverser un certain nombre de, je peux oser le dire, kilomètres ou deux, pour aller donner à l'autre robot manipulateur, le conteneur, le produit lourd, pour le mettre, bien sûr, le cargo pour l'export, ça veut dire vers transport, le système de transport. D'où, on va en parler plus ou moins plus tard, que l'industrie 4.0, ça n'est pas seulement ce qui se trouve au niveau de l'entreprise. C'est toute une chaîne complexe qui démarre d'un petit produit délivré par une entreprise qu'on appelle la matière première, en rentrant dans cette usine et en sortant au niveau de la sortie de l'usine avec la valeur ajoutée, emballée, etc., pour utiliser aussi les infrastructures de transport d'un pays développé, ce qu'on cherche au Maroc. Et on parle des autoroutes, bien évidemment, et les routes. Justement, ça va nous permettre de gagner du temps si je n'ai pas une infrastructure. Et si j'ai un bouchon, j'ai l'embouteillage un petit peu partout dans le système routier, j'aurai certainement un retard pour livrer la marchandise au bateau qui m'attend, en sachant que si on fait les ports aujourd'hui, ça n'est pas pour rien. C'est justement parce qu'il y a des gros cargos qui viennent s'installer pour ne porter ces produits qu'on fait au sein de l'île. Et si tu tardes, bah, il y a une facture qui se rajoute. Et donc, il y a une perte d'argent derrière. C'est pourquoi il faut être un petit peu automatisé, automatique, rapide. Tu réponds au bon moment parce que les autres qui attendent leur produit, leur conteneur qui contient je ne sais pas combien de millions d'argent, attendent leurs clients à qui elles livrent ces marchandises. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Le système d'information au niveau externe, pas seulement interne pour le côté digitalisation, mais on parle aussi d'une certaine logistique externe. Pour si jamais j'ai un accident, j'ai un blocage au niveau de la route A ou B, ben, je dois avoir quand même l'alternative pour changer la route pour ne pas se tromper. C'est ce qu'on voit un petit peu en Europe. Je me rappelle quand on partait, par exemple, vers l'aéroport Charles de Gaulle ou l'autre, et une fois il y a un problème, tu es sur la voiture, il y a l'interception, il y a le signal radio, en t'infiltrant carrément,
t'entendais, je ne sais pas moi, l'info, la musique, et tu entends, bonjour, merci de changer la voie parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a une catastrophe naturelle, parce qu'il y a des arbres à cause du vent qui bloquent la route. Et si tu suis ce chemin, c'est mal barré pour toi, tu rates ton avion. Et la même chose pour ceux qui font le transport des produits, et ils risquent de retarder le départ du bateau qui les attend. Donc, c'est tout un système complexe. Notre pays a besoin vraiment de travailler. C'est pourquoi lorsqu'on voit ces projets, ces méga projets structurants qui sont posés sur la table, sous bien sûr chapeautage et sous supervision du roi, ça n'est pas pour rien. Lorsqu'on voit le roi reçoit des bons ingénieurs pour pour lui expliquer un petit peu le prototype, le véhicule qui roule à base de l'hydrogène. Ça n'est pas pour rien, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a une industrie un petit peu qui va nous donner de l'argent, et avec cet argent-là, on va faire le recyclage d'argent en investissant ailleurs pour développer le bled. Et ce que je dis sur ça, je peux le dire sur ce que vous voyez, les centrales nucléaires, l'utilisation des le dessalement d'eau de mer, justement parce qu'on a besoin d'alimenter les villes, etc. Et on parle aujourd'hui d'autres notions comme les villes intelligentes, etc., l'intégration de la technologie pour un petit peu profiter des énergies renouvelables, etc. Donc, c'est un petit peu tout un système complexe qu'on doit adhérer et qu'on a besoin d'une certaine formation, pas obligatoirement domaine tel ou tel, mais un petit peu partout. C'est pourquoi on parle d'auto-formation. Formation, c'est important. Tu as une formation et tu as aussi l'auto-formation. Tu ne peux pas avoir tout un cursus de bac plus 5 parce que c'est impossible. On a des filières. Après, c'est cette intégration qui fait que nous sommes en industrie 4.0. Donc, je reprends un petit peu l'explication, juste vérifier si je suis toujours connecté. Donc, je parlais de ces robots qui peuvent être mobiles là, manipulateurs, ce que je viens de le raconter. Bien sûr, la commande, ça peut être commande position, vitesse, on a technique derrière. On avait un petit peu la partie maths appliquée de l'année dernière, comment on fait l'automatique, de la commande sans trop vraiment avancer parce que malheureusement, on ne peut pas, vu d'abord le temps, puis après, ça prend beaucoup de temps, franchement. On est né, parce qu'un module automatique, ça prend en moyenne 48 heures. Vous voyez, c'est un petit peu, tu bascules vers un autre module de la commande avancée, ça prend aussi 48 heures. Pour maîtriser tout cela sur un créneau un petit peu limité, c'est impossible. Mais bon, donc c'est pourquoi on insiste que les étudiants, les cadres doivent faire un peu d'effort sur soi-même pour apprendre, par exemple, la cybersécurité. Parce qu'on voit finalement qu'il fait partie de cette industrie. Parce que quand je commande un système, un truc, une centrale à distance, il se peut qu'un hacker vienne me casser le réseau et je peux avoir une catastrophe. Rien que parce qu'on ne maîtrise pas ce domaine de la sécurité informatique. Si on avait des personnes très fortes dans le domaine, on n'aura pas la catastrophe du Liban lorsqu'on a explosé à peu près 3000 téléphones avec un petit morceau chargé d'explosifs. Vous voyez comment cette guerre un petit peu de technologie peut arriver jusqu'à quel point cette intelligence, tu fais une guerre en un coup, tu as gagné là. Vous comprenez un petit peu la technologie. S'ils avaient un système informatique sécurisé, on ne peut pas laisser le signal passer pour déclencher l'explosion. D'accord? Donc, à plusieurs degrés de liberté, capable de se substituer à l'homme dans ses fonctions motrices, sensorielles et intellectuelles. Vous voyez, donc, avant, c'était presque manuel, c'était presque mécanique. L'industrie 1, puis l'industrie 2.0, etc. Ça a commencé par le charbon, puis après, on a commencé à utiliser d'autres technologies jusqu'à ce qu'on est arrivé au point qu'on maîtrise les ondes. Et avec les ondes, on peut faire ce qu'on veut. Qui peut dire qu'il y a
3, 4 siècles en arrière, va me dire que tu peux parler avec quelqu'un qui se trouve à la Mecque ou qui se trouve aux États-Unis à des milliers de kilomètres plus loin que toi, et tu le vois directement. C'est inimaginable, c'était impossible. Rien qu'il y a 2 siècles, en utilisant la technologie d'aujourd'hui, si tu disais demain il va pleuvoir, ils vont te croire que tu es un mécréant. Tu chauffeur rape. Alors aujourd'hui, avec une intégration, je peux savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est ça, parce que j'intègre de t est égal 0 vers t l'infini, plus l'infini, pas moins. Donc ça veut dire de moins l'infini vers plus l'infini. Et je peux prévoir la météo de 15 jours. Justement parce qu'on a utilisé les capteurs, on a utilisé l'intelligence artificielle, on a utilisé les mathématiques, bien évidemment, pour faire de la modélisation. Donc, robot est un système mécatronique polyarticulé, propulsé par des actionneurs et commandé par un calculateur qui est destiné à effectuer une grande variété de tâches. Heureusement, c'est grâce aujourd'hui à ces systèmes automatisés qu'on appelle robots ou autres que certaines tâches ont pu disparaître et ce n'est pas l'être humain qui le fait parce que malheureusement c'était pénible. Porter un sac de 50 kilos et monter au 6e étage. Alors maintenant, la robotisation, la motorisation, les ascenseurs qui représentent pour moi un robot spécial particulier m'a permis de préserver ma santé, de gagner le temps et donc rendre ma vie un petit peu intelligente, ce qu'on appelle aujourd'hui smart cities. Alors un petit peu l'intégration de tout ce que vous voyez entre vous et autour de vous. L'industrie 4.0. L'école 4.0. On parle aujourd'hui de smart school. Il y a aussi la notion qui commence à booster au niveau européen, ce qu'on appelle les universités 4.0. Et tout cela nous donne ce qu'on appelle smart cities. C'est même city qui a de l'intelligence. Les robots qui t'emmènent d'un point à un autre. Adna les téléphériques. Si tu veux descendre l'Mdina pour aller faire la prière tu as besoin de prendre un taxi, puis descendre l'Mdina Fdrouba, ça va te prendre un temps fou, une petite heure. Maintenant, si on installe des téléphériques et on insiste, franchement, avec les gens, les agences urbaines, etc., de accélérer ce point. Avec téléphérique, tu te trouves, je ne sais pas, au Mérinienne, tu fais un petit café, tu peux descendre en 2 minutes, faire la prière, tu reviens reprendre ton café. Avec un 10 dirhams, ça mérite parfois plus que des dirhams parce qu'avec le taxi, il va te poser juste les portes de la ville et tu es obligé de continuer à pied. Donc ça va résoudre le côté logistique, ça va résoudre la congestion, ça va résoudre le blocage des routes. Et donc, ça ne fait que gagner le temps qu'on peut l'utiliser pour se concentrer sur les programmes d'IANA de façon intelligente. Et je peux donner énormément d'exemples, l'utilisation des métros, il y a des métros sans conducteur, et donc qui respectent le temps, et avec une certaine fluidité, ça demande du saut, mais on n'a pas d'autre choix. Le pays doit investir un petit peu dans tout, que ce soit au niveau interne ou externe. Ok, donc là j'ai mis un mécatronique, un robot c'est un système mécatronique. Quand on parle de système mécatronique, c'est un système qui fait la mécanique, quoi encore, l'électronique, l'informatique embarquée, et j'en passe, l'électricité, etc., etc. L'informatique et tout. Pour les articuler, justement, parce qu'on a des robots qui ont un degré de liberté, 2 degrés de liberté, mais on peut arriver jusqu'à 6, 7, 8 degrés de liberté avec des robots aujourd'hui qui opèrent l'industrie automobile pour faire le montage. Ils prennent tout un tableau de bord bien monté pour l'installer, visser, etc., avec ses bras, etc. C'est un petit peu très, très fort comme intelligence robotisée.
Donc, j'ai dit, donc, vous voyez, donc, sur une définition, j'ai plusieurs modules que je peux enseigner. Certes, en bac plus 2, on apprend de la physique, les mathématiques et de l'informatique. Mais lorsqu'on monte au cycle, le cycle LMD, licence, master, doctorat, ou le cycle d'ingénieur, 3 ans après bac plus 2, ben, on est obligé de reprendre ce que nous avons appris depuis le baccalauréat, puis depuis les bac plus 2, physique, chimie, machin, pour justement fabriquer des choses en utilisant un petit peu notre expertise et notre intelligence. Si je fais la mécanique solide, c'est pas pour rien. Si je fais la mécanique du point, c'est pas pour rien. Si j'apprends la première année de l'électricité et maîtriser l'intensité de courant et la tension, ça n'est pas pour rien. Parce que je sais, ça va nous donner de la puissance. Ça, le produit tension, intensité, c'est de la puissance. Et cette puissance, j'en ai besoin. Al-Qudra. Là, on parle de travail, yani l'amal. Là, on parle de l'énergie qui n'est autre que l'intégration de cette puissance. Et donc, c'est ça qui fait bouger ces moteurs. C'est ça qui est fait. S'il n'y a pas d'énergie, que je viens de citer, pour faire bouger un être humain, ben c'est la même chose. Un être robotisé, un système robotisé a besoin aussi de cette puissance. Donc, on est censé maîtriser ces puissances. Domaine électrique, je peux le dire aussi dans le domaine mécanique, c'est un petit peu simple parce que c'est quoi la puissance? C'est tout simplement l'effort fois le flux. Et donc, c'est quoi l'effort en mécanique? Et c'est quoi le flux? Sachant qu'on a les deux notions de mécanique, la mécanique de translation et la mécanique de rotation des machines. Et donc, si je suis dans la mécanique de translation, ça veut dire quoi? Ça veut dire un dit la vitesse ou un dit la force. Les qui représentent comme équivalence l'intensité de courant et la tension. Le produit, ça donne la puissance mécanique de la translation. Je peux me projeter dans le domaine de la mécanique de rotation. Alors, c'est quoi l'équivalent de cet effort et flux? C'est la vitesse angulaire et le couple, pour ceux qui maîtrisent un petit peu les machines. Je sais que ça n'est pas tout le monde a vu tout ça. Allez, vous entendez parler de ces notions. Alors, si on parle, tu te vois avec quelqu'un qui parle comme ça, c'est un petit philosophe qui est devant toi. Parce qu'un physicien qui fait bouger de la physique devient beaucoup plus intelligent. Et donc, on rentre dans la philosophie de choses. Et d'ailleurs, les Américains, lorsqu'ils délivrent leur doctorat, ils donnent philosophe. On met bien aussi chez nous un physicien qui maîtrise le E et il sait que lorsque tu mets pression sur je ne sais pas quoi, un matériau, ben ça va créer une différence de potentiel avec le plus et le moins. Eh ben, on sait que le moins, ça veut dire que j'ai plusieurs électrons. Ah, 10 à la puissance 23 électrons. Ah, si je n'ai 10 à la puissance qui vont se retrouver vers la partie négative, puis rien vers la partie positive. Et c'est ça qui va me créer la tension, la différence de potentiel pour utiliser quelque part, pour charger. Et c'est la même chose pour les autres domaines hydrauliques, etc. Et c'est ça qui fait que je suis dans la mécatronique parce que finalement, ça n'est pas suffisant de maîtriser les principes. Il faut utiliser les principes et il faut avoir des affinités. D'où l'intérêt de mesurer. Quand je parle de tension, intensité de courant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Voyez la philosophie des physiciens. Mais qu'on mesure. Mais qu'on peut voir sur mon écran, mon oscilloscope. Ah, c'est un signal. Mais réellement, tu ne peux pas le toucher. Comme l'onde. Mettez des lunettes spéciales pour voir ce qui se passe dans cette classe. On sera étonné. C'est étonnant. Le nombre d'exemples qui se déplacent de mon ordinateur, de mon smartphone, de votre smartphone, de vos différentes, je dirais, machines que vous utilisez. Et on sait que ça se passe de cette manière. Là, je prends comme l'exemple quand tu parles avec quelqu'un qui se trouve aux États-Unis ou en Europe, et à l'instant T est égal 0 seconde. Prêt.
Allô, allô, tout de suite, tu l'écoutes. Comment vas-tu? Je vois que ta figure n'est pas en bon état. Réellement, tu peux faire des opérations aujourd'hui, la médecine à distance, via le réseau, en envoyant des ondes pour pouvoir attaquer des tumeurs, je sais pas. C'est inimaginable. Réfléchissez 2 secondes en disant, bah, je vais revenir en arrière. Unjibk, quand excuse-moi le terme, en utilisant comme moyen de transport les ânes, les chevaux, etc., les chameaux, et on se trouve avec ce qu'on regarde il y a quelques années, ce qu'on appelle Sahan Dawar, Grindaisa, qui représente un robot humanoïde qu'on regardait les science-fiction, qu'aujourd'hui devient réalité. Je prends n'importe quelle vidéo aujourd'hui, je ne sais pas si je peux me connecter rapidement. Alors, par YouTube. Je vais ouvrir. L'écran est toujours partagé. YouTube, pardon. De la séance, ça va être pour moi une séance de sensibilisation, une séance vraiment qui va vous motiver davantage pour dire que je dois faire quelque chose peut-être dans cette vie parce que je veux sentir ce que je fais. Parce que ça joue pas ailleurs. Donc, non, je vais chercher robot, je dirais militaire. Hmm, Vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte lui. Vous allez voir. Robot, là, si c'est pas robot, ce que j'ai écrit ici, robot militaire. Et vous allez voir où est-ce qu'on est arrivé au niveau de la technologie aujourd'hui et comment je peux, voilà, donc je prends cet exemple. Voilà, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est l'image. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de technologies qu'on a intégrées. N'oublie pas que c'est les Américains, là. Anna, je peux l'avouer, je peux le confirmer. Aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas quelqu'un qui peut me faire un système pareil. On n'a pas. Parce que si on avait, on l'aurait. Ce sont les Américains qui cherchent à développer des systèmes mécatroniques. Un système mécatronique, il y a tout, la mécanique, l'intelligence artificielle, il y a l'énergie, il y a les batteries, il y a la motorisation, etc. Bon, la première chose qu'on va pouvoir dire, mais pourquoi le robot ne tire pas des réflexes? Ça, c'est dangereux, hein, quand même. Et c'est ça l'intelligence, parce qu'on a été, je sais pas, euh, leur constructeur. À l'âge, j'utilise l'intelligence et j'utilise surtout une technologie qui s'appelle capteur. Ce capteur qui ne dépend qui soit comme un bah, tout simplement parce que euh, dans le programme, on dit par exemple, attends, tu n'actionnes pas, tu ne tires pas. Parce que j'ai un capteur, par exemple, de température installé, un capteur d'humidité installé. Et il ne tire que ce qui est solide, par exemple. Ça, c'est un système autonome. عنده une autonomie d'un point de vue énergétique, il y a des batteries derrière. Je pense que la batterie est derrière son dos. Mais aussi, il est intelligent. Et ça, c'est le top du top de la technologie. Pour vous dire, ce type de système est modulable. Ça veut dire en fonction de l'application que je veux. Non, malheureusement, on est dans la science méchante. En effet, qu'on disait, qu'on racontait nos enseignants, là, après, العلم سيف ذو حدين أحدهما يفتك بالإنسان والآخر
مع الإنسان للإنسان pour faire les médicaments, pour faire... Celui-là, je peux l'utiliser dans les deux sens. Je peux l'utiliser en tant que militaire. Au lieu d'aller moi-même et je me trouve dans l'insécurité, je peux mourir à n'importe quel moment, l'ennemi devant moi. Je fabrique, imaginez, les Américains ils fabriquent un bataillon de 1 million comme ça, et ils leur donnent, pour changer le capteur, ils demandent de tirer sur les personnes. Ils vont massacrer toute une région qui sera attaquée. Donc, on peut utiliser dans ce sens, mais bien sûr, puisque je dis que c'est modulable, ça veut dire le calculateur, je peux changer. Je peux changer le comportement de ce système via mon programme, via mon intelligence artificielle. Je vais prendre mon calculateur, un circuit, un automate, une carte électronique que je peux programmer en disant allez à gauche, puis aller à droite dans un hôpital. Lui, il peut jouer le rôle d'un aide soignant. Il va remplacer carrément, si j'ai des malades, des maladies affectueuses qui peuvent la maladie, tu vas envoyer un robot. Et si tu as des handicapés à la maison, à un moment donné, ça devient moins cher, tu peux l'acheter et c'est lui qui va t'aider parce que l'handicapé tout seul, il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il ne peut pas manger, il ne peut pas aller faire ses besoins. Donc, tu demandes ce que tu veux, je t'achète ça. 1 million, ça coûte un bras, ça coûte trop cher. Parce qu'il y a toute une technologie derrière, il y a un travail de plusieurs dizaines d'années pour développer ce type de système qu'on intègre aujourd'hui dans l'industrie. Ben, tu vas en Chine ou au Japon, tu trouves à l'hôtel, la réception, un robot, il parle avec ta langue. Avec bien sûr l'image, tu dis que c'est, subhanallah, c'est un homme. Les gens se développent de façon incroyable aujourd'hui. Et donc, je peux lui dire, tu tournes parce que avec les articulations que tu m'autorisais, que tu peux automatiser, commander, et donc tu lui dis, ouvre ta bouche. L'handicap ou celui qui a une maladie d'handicap, il va ouvrir sa bouche et le robot, il va donner quoi manger avec la cuillère. Là, il va le porter carrément pour l'emmener comme aux toilettes pour faire ses besoins. Vous voyez comment on peut, et pas seulement ça, je donnais 2, 3 exemples, mais je peux faire énormément de choses. Une fois j'ai maîtrisé la technologie, il y a les actionneurs, il y a les capteurs, il y a le système avec ces éléments électriques, mécaniques, hydrauliques, parce qu'on parle pneumatique aussi. On parle du verre pour faire sortir un truc, pour faire entrer d'autres trucs, via bien sûr cette informatique qu'on appelle, nous, automatisée, informatique industrielle. Et à qui ça s'atteint avec les calculateurs, ou ce qu'on appelle aussi aujourd'hui système embarqué, des mécatroniques, etc. Donc voilà, donc c'est un exemple pour sensibiliser un petit peu sur ce qu'on va voir d'ici quelques années avec nos amis américains et européens qui se développent de façon incroyable, alors que nous, malheureusement, on est en train de ronfler, on est en train de dormir. C'est pourquoi on est tiers-monde, ça n'est pas pour rien. Si je le dis, dans un État américain comme Chicago, il y a des laboratoires qui ont plus que 50 chercheurs qui travaillent jour et nuit sur ce type de système. Lorsqu'ils montent, ils envoient leur navette pour la Station spatiale internationale. Il y a un travail respectueux. Pourquoi on les respecte? On les respecte parce qu'ils ont fait un travail jour et nuit. Au moment où nous, malheureusement, chacun tire la rogue, on va rentrer dedans. Dès la safagoueda. Il veut avancer et l'autre, il est en train de le casser. Viens qu'on travaille ensemble. Pourquoi je demande à mes étudiants toujours de faire un travail d'équipe? C'est ça qui va l'emporter, pas que chacun va travailler dans son coin. Donc voilà, c'est une vraie intégration industrielle que vous voyez, la chaîne de production automobile, etc. Alors là, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, là,
cette intégration industrielle. Donc, on s'approche à l'industrie 4.0. Voyez une certaine collaboration entre les systèmes, entre les robots, n'oubliez pas, alors, ça n'est pas la même chose. Les robots ne sont pas pareils. Alors, chacun est programmé, comme je disais tout à l'heure pour le robot humanoïde. Je peux le programmer pour faire ça ou ça. Là, au niveau de la chaîne de production, si je prends le cas de l'industrie pharmaceutique, il y a un robot qui va remplir la bouteille, ou là, par exemple, les boissons gazeuses, je peux le dire, Coca, là, c'était elle à la fois un petit peu mélangée entre le national et l'international. Ah ben voilà, donc d'abord je dois ramener les bouteilles qui sont déjà fabriquées quelque part dans une autre chaîne. Après, nous avons un convoyeur, ce sont des tapis avec des moteurs qui font tourner ces tapis. Et juste à côté, il y a l'installation de ces robots. Il y a un robot qui va remplir le produit, le boisson gazeuse. Il y a d'autres qui vont boucher, il va fermer avec des bouchons qui vient bien sûr d'une autre alimentation. Et il y a d'autres qui va tout simplement étiqueter. Hop, parce qu'on a déjà, c'est préfet comme des cachets. Hop, de façon rapide. On parle ici de quelques secondes. Hein. Ce n'est pas manuel. D'ailleurs, je maîtrise un homme robot parce que je peux jouer. On a parlé l'année dernière sur le temps de réponse, la précision, la rapidité, ces différents critères de performance d'un système automatisé qu'on doit tous les connaître par cœur. Et je rajoute la robustesse. Tout à l'heure, je vous ai montré le robot. Alors, il est robuste. Comment on peut savoir est-ce qu'il est robuste ou pas? Tout simplement par la perturbation que le monsieur, l'ingénieur, tapait sur son dos et pour autant, il tombe et se lève. Il tombe et se lève. Là, vraiment, il bouge à gauche, à droite, puis il cherche son point d'instabilité pour continuer sa trajectoire que les automaticiens programment. Non. Ouais. Oui. Tout ce qui bouge, tout ce qui est dynamique, c'est un robot. C'est un système automatique. C'est un système automatisé. Ce qui change entre un robot et un autre, c'est le degré de liberté. Quand il y a des machines-outils, on va voir, des machines-outils à commande numérique, ce sont des robots avec un certain nombre de degrés de liberté. Les variables d'état, c'est le nombre des articulations, les axes qui bougent. Quand il y a des robots plus développés, c'est le top du top. C'est un robot de 6000 degrés de liberté. Je entre le neurone, le réseau de neurones. Je n'ai pas que 3, 5, 6 comme le robot manipulateur utilisé par exemple dans l'industrie du véhicule. Le robot humanoïde voit le top des robots. Il ressemble à un être humain. Où le corps humain, c'est beaucoup plus complexe. Si on fait une décortication du corps humain, on essaie de se projeter sur un système physique. Alors, un système physique qui est caractérisé par quoi? On a l'alimentation, il y a l'énergie. Donc, l'énergie, allez, le corps est alimenté par ses veines, la roque. Il y a qui porte le sang. Le sang, on fait les vitamines, les protéines, les calories que le corps a besoin pour un petit peu bouger. D'accord? Maintenant, dans notre corps, il n'y a pas que les veines. Le corps. Il joue le rôle d'une pompe. La pompe, son rôle, c'est quoi? C'est pomper au maximum ou essayer d'envoyer le sang vers le point le plus loin dans le corps, c'est-à-dire le pied et le cerveau. C'est là, avec l'alimentation nécessaire, le cerveau, il va prendre, les pieds vont prendre ce qu'ils ont besoin, les muscles ont besoin de cette alimentation, puis il va revenir par l'autre veine, les artères, l'ouédégène,
العرق الكبير اللي تيدي ويجيب واحد تيخرج واحد تيدخل من القلب من جهه ويخرج من جهه وتيطلع لو سيرفو وعندنا داك لو ريزو ديال لي فين qui sont vraiment impossibles de les compter. Il est en train de pousser pour que l'ensemble du corps prend la quantité nécessaire pour qu'il puisse vivre. C'est ça le. Donc, là, c'est le côté alimentation, côté énergie. Maintenant, ça n'est pas ça qui fait tourner et bouger seulement, qui fait bouger le corps humain. Quel est l'élément clé aussi qui me permettra de bouger, qui me permettra de faire les mouvements? Ça, c'est la nourriture. Je vais te parler de veine. Le mouvement, la dynamique. Comment je peux bouger? C'est pas les muscles, les nerfs. L'asab. Tu ne peux pas bouger. C'est pourquoi les physiciens, ils distinguent entre, je vais le dire, le porteur d'énergie et le porteur de signal. On a un signal d'énergie ou on a un signal d'information. Je ne sais pas si vous connaissez les bandes graphes. Les bandes graphes, c'est une approche de modélisation physique. Pour moi, c'est le top du top des approches graphiques qui expliquent la physique d'un point de vue énergétique et d'un point de vue information circulant dans le système étudié. Donc les veines ou les nerfs, les deux choses pour être intelligent, pour être autonome. L'autonomie énergétique, les veines. L'autonomie intelligente, les nerfs. Un signal. Il est lié directement à ce qu'on appelle les capteurs du corps. Il a tu ne peux pas bouger. le nerf باش le nerf تيحرك داك العضله باسكو وصلت لها داك العافيه ولا داك الضربه لو شوك اكسيتيرا سي بوكو يبوج ملي تيتقطع الانسان العروق ديالو ولا العصب بلوتو تقدر ما تموتش دات ولكن ما تبوجيش وافيك لو طون تتموت لأنه si tu bouges pas un corps il est presque mort. Il garde un moment de circuit avec le sang et circuit ولكن les nerfs اللي تيخليوه يبوجي تيضعاف علاش يقول لك on doit être toujours en mouvement الراحة ديالنا في le mouvement لاحظوها quand vous dites je vais me reposer واحد 2-3 jours le corps ديالك il devient faible. Devant la télé, tu es en train de te reposer d'un côté, mais de l'autre côté, tu es en train de tuer ton corps. Le corps a besoin, donc ça nous arrive, on a mal au dos, on a mal à il faut muscler. Cela veut dire qu'on doit prendre soin de nos veines, parce que les veines, comme le قوادص, تيتخنقوا باش يتخنقوا بالكوليسترول. Donc à un moment donné avec la pression artérielle derrière le cœur il lance un certain flux de sang et il n'arrive pas à rentrer, explosion, on meurt. Le tuyau اللي تيوصل لك الماكله ما بقاش تقطع لك في وسط داتك بحال تذبحتي. Donc voilà donc un petit peu l'idée, c'est la même chose, on a des câbles. L'électricité, c'est beaucoup plus simple. On a les câbles qui laissent passer la puissance, l'intensité de courant, etc. On a les capteurs qui mesurent l'énergie pour dire le système fait ça ou ça ou ça. Sans oublier, bien sûr, on a les variables, les côtés intelligents, le côté qu'on ne voit pas, l'intensité de courant, la tension. Nous avons besoin de construire un système physique permettant de manipuler ces variables, permettant de stocker cette puissance. C'est pourquoi, réellement, c'est une chose, théoriquement, c'est une autre histoire.
Les physiciens, les philosophes, que je peux qualifier de philosophes, on dit, bah, on a besoin de stocker cette intensité de courant, là, cette tension, ou là, cette puissance. On a des éléments physiques que tout le monde connaît. Parfois, on passe inaperçu. La bobine et le condensateur. Ça, ce sont des éléments de stockage d'énergie. Ça, c'est pour rendre mon système indépendant énergétiquement de l'extérieur. Mais on a aussi les autres éléments, type dissipation. Maintenant, RLC, un circuit RLC. On maîtrise tout ce circuit. Il y a les grandeurs physiques, l'intensité de courant, tension, puissance, énergie, mais aussi on a les éléments qui stockent et qui manipulent l'énergie. Donc on a besoin d'un système physique de tout ça, mais on a besoin quand même de gérer intelligemment, bien évidemment. Donc j'ai besoin d'un calculateur et donc les électroniciens doivent venir me faire cela. J'ai besoin d'un informaticien pour faire le programme. Sinon, c'est de la logique finalement. Hein, c'est pas compliqué l'informatique. Ce qui est compliqué, c'est la physique. La chose la plus compliquée. Si on maîtrise la physique, l'informatique vient en deuxième position comme étant, pour moi, l'intelligence permettant de gérer. Si c'est non. Si c'est supérieur, c'est ça. Si c'est inférieur, c'est ça. Après, je peux boucler pour faire la redondance. Boucle why, boucle for, etc. Ça, c'est de la logique des choses, pour maîtriser les entrées et sorties que tu as déclarées. Voilà donc un petit peu pour vous mettre dans le bain et pour un petit peu vous connecter. C'est quoi la physique, c'est quoi le soft ou le hard. Le hard, tout ce qui est lié à la physique, et on parle soft, tout ce qui est lié à l'intelligence utilisée. Et on parle de la connexion entre tout ça. Je ne peux pas agir si je n'ai pas un retour. Et ce retour est bien la chaîne de mesure. C'est le capteur qui représente un élément clé dans cette chaîne de mesure. On fait le traitement de signal. Parce que la chaîne de mesure veut dire capteur dedans. Les capteurs ne veut pas dire que tu es capable de mesurer la grandeur physique. Donc, chez les chaînes, elle a le traitement, l'amplification et beaucoup d'autres notions que je te donne un traitement de signal comme notion. Alors, pour maîtriser ce domaine, c'est un module de 48 heures. Transformer de Fourier, transformer Z, transformer de Laplace, passer par les filtres, passe bas, les filtres passent. Je vous sensibilise un petit peu sur c'est quoi une intégration technologique finalement. Donc, si je prends un exemple comme ça, je suis en train de vous montrer comment un informaticien, un roboticien, un logisticien, un je ne sais pas quoi, la qualité, contrôle de qualité, qui doit se trouver là pour automatiser le contrôle dialogue, pas avec l'œil nu, mais avec un superviseur basé sur des capteurs pour qu'il me ينقص عليا تماما. L'idée هي أنني rendre la vie quotidienne plus facile. Si tu vois un travail complexe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intelligence. Si tu dis bien, Kulchi va bien, c'est fluide, un des caméras qui supervise, un des convoyeurs avec des vérins et qui, au-dessus, il y a le superviseur qui me dit si le modèle que j'ai installé, le superviseur dit, il coïncide avec la réalité, ça veut dire l'erreur est égale à zéro, l'actionneur va sortir pour pousser ce produit vers le convoyeur qui va vers l'exportation, ou là, le même superviseur, lorsqu'il compare son modèle avec ce que j'ai réellement, il voit que l'erreur est différente de zéro. Ça veut dire la qualité n'est pas la meilleure parce que je mets dans mon modèle superviseur le très bon élément idéalement choisi pour, une fois la comparaison, je peux savoir est-ce que ce que j'ai construit avec la chaîne ou est-ce que j'ai fabriqué dans cette chaîne-là est bien coïncide avec ce que je cherche ou pas.
Et donc, si ça ne coïncide pas, il y a un autre actionneur, un autre vérin qui vient pousser ce produit vers un autre tapis ou un autre convoyeur, un tapis roulant finalement, pour dire ça va aller vers la destruction ou là vers le recyclage, ou là tout simplement, on va le laisser à la fin, les employés vont le prendre s'il s'agit d'un yaourt ou d'un halib, d'ailleurs, ceux qui travaillent dans ce domaine, à la fin de la journée, tout ce qui reste au Libyen n'est pas dédié à l'export, les employés d'Yalhom pour une certaine. Quel d'autres entreprises, ça veut dire que non, tu prends rien, destruction directe. كاين اللي تيقول لك non recyclage وكاين d'autres تيقول لك bon on n'a pas avec le circuit de recyclage c'est impossible de recycler un biscuit si je suis le côté biscuit ça fait n'est pas conforme soit un douzoul pour le marché qui n'a pas de normes parce que les Européens un clisano le clémentine il doit vraiment rentrer à la même taille bien clair et net tu peux l'exporter. Par contre, dans d'autres marchés, oui, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir une patate de grande taille avec une autre de petite taille, etc. Donc, on accepte parce qu'on a besoin jamais. Par contre, les autres ont plusieurs fournisseurs et ils te disent, ben non, si ce n'est pas illégal, je ne le prends pas. Ils te fichent. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit, l'intelligence, comment il nous rend cette vie un petit peu plus facile. Donc, si je fais une petite décortication de cette figure, franchement, je vois tout. Donc, par exemple, je démarre maintenant par hasard. Donc, il y a je pense, des superviseurs, des techniciens, des ingénieurs qui regardent un petit peu ce qui se passe virtuellement sur leurs écrans. Est-ce que l'indicateur tel est montant ou descendant, le nombre de produits, combien on a fabriqué directement? Je ne suis pas obligé d'aller faire le tour sur toutes mes chaînes. J'ai mes capteurs installés et ils me donnent l'information directement sur mon écran. Et j'agis en conséquence. Oh, basta, c'est bon, on est arrivé au nombre de produits. Et donc, on va reposer les opérateurs pendant un temps, au moment où d'autres logisticiens viennent faire ce qu'ils ont à faire, puis après, ils reprennent la production. Si je prends par exemple, voyez, un bando, je pense, Wi-Fi ou la chihaja, vous voyez, le côté mécanique, l'engrenage, etc. Donc, vous voyez, il y a l'électricité, donc, je peux dire, avec des écrans un petit peu intelligents. Je ne sais pas ici, pareil, un opérateur qui fait je ne sais pas quoi. J'ai des robots, tout à l'heure, je voulais parler des robots, puisqu'on peut utiliser plusieurs robots avec des têtes différentes. Donc, ce qu'on appelle les outils. Il y a un outil où j'ai juste une main pour ouvrir et fermer la pince pour prendre la pièce. Mais dans d'autres robots, j'ai des tournevis. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Chaque doigt, c'est un tournevis. Les véhicules, c'est ce qu'on fait. Pour le montage, c'est automatique. Ça veut dire un des robots qui font à la fois l'installation de la pièce, tableau de bord, et en même temps, ils vissent. C'est pourquoi on trouve des difficultés parfois lorsque tu ramènes un véhicule préparé par un robot, et tu vas l'emmener chez un mécanicien, et déjà il va se trouver dans le vissage, des visages manuels, et parfois il te laisse des vis et il ne les remet pas. Bon, il y a un petit peu d'anarchie, mais on n'est pas un peu sérieux sur la mécanique. On doit d'ailleurs faire la formation pour les mécaniciens, les anciens mécaniciens, pour qu'ils deviennent des mécatroniciens. Ça veut dire qu'ils maîtrisent la mécanique et l'électronique et les calculateurs. D'accord? Et donc, je pense que vous l'avez vu, des drones, style drone, hein, donc, parce que les drones aujourd'hui, ils sont intégrés par défaut la supervision des terres agricoles, notamment pour voir l'humidité, et donc on peut envoyer ça s'appelle comment, pour éteindre les feux si jamais le feu arrive, donc, des avions spéciaux pour éteindre les vents. Et donc, vous voyez, donc on a plusieurs spécialités qui collaborent, qui coopèrent en même temps. Par exemple, la pièce arrive à ce robot, donc il va faire un traitement donné, et puis il va le mettre à côté de l'autre robot pour faire un deuxième traitement, jusqu'à ce qu'on arrive le produit final.
c'est un petit peu ce qu'on voit, si vous connaissez un petit peu le Renault, ou la PSA, ou la d'autres, là d'ailleurs des Chinois qui ont aussi des installations de ces chaînes de production super performantes. Et donc, voilà, donc vous voyez, donc, le travail se fait par calculateur. À chaque calculateur, c'est cher, parce que pour ce type de robot, je peux changer juste l'outil et le calculateur, il va me changer le comportement. Le fonctionnement dialogue va changer. Un dos, la motorisation, un dos, les capteurs, il a tout ce qu'il faut. Il faut juste changer l'outil. Par exemple, j'avais l'outil Wama, va prendre la pièce de tapis pour le poser l'autre. Non, je vais mettre une visseuse plutôt. Ou là, un truc pour pouvoir bouchonner sa bouteille. Et donc, après, je mets le calculateur, parce que le calculateur, ça se branche avec des broches. Donc, j'enlève l'ancien calculateur qui faisait une tâche et je reprends par un autre qui va me permettre, parce que le premier, par exemple, il fait la trajectoire telle, A, B, C. Alors, avec le deuxième calculateur, il peut peut-être faire A, C, B. Vous voyez? Donc la trajectoire change, c'est moi qui le contrôle. Il y en a qui va envoyer la consigne et c'est moi qui calcule la loi de commande en tant qu'automaticien. Avec un programme, si sinon. On a un PID, parce que j'ai besoin d'accélérer la vitesse. Parce que à partir de ma chaîne de production, je peux savoir est-ce que j'ai besoin de produire 50 pièces ou là 200 pièces. Et automatiquement, on le fait justement en accélérant le travail des robots et le travail des convoyeurs. Au lieu d'aller avec une vitesse de 10 km/h, là je ne sais pas combien, ben, je vais accélérer. En contrepartie, je dois reprogrammer le temps de réponse de mes robots. Et donc la programmation va se faire. Ma base de données où il y a le programme, je vais, au lieu tu vois déjà la vitesse de rotation de ton moteur. Donc tu vois par exemple, il fait où la oméga est égale à 50 km/h. Je dis n'importe quoi. Donc tu peux, neuf ce programme, tu changes, tu dis 20 km/h. Le travail se fait sur un bureau d'études. Le travail doit être synchrone. Là, je vais changer les vitesses تقريبا ديال la production كلهم. ما يمكنلكش انت تمشي بواحد طابي تمشي بواحد لا فيتيس كبيره عندك روبو تمشي بواحد لا فيتيس صغيره. Donc tu risques quoi? Tu risques d'avoir trop de produits et c'est l'anarchie finale. Donc la synchronisation, le synchronisme de l'industrie, c'est fondamental. Et donc il se base sur la programmation des moteurs, des robots, des articulations, ta position, etc. Donc, on a quelques exemples. Chacun va se retrouver avec une industrie où il a travaillé à un moment donné, par exemple la fromagerie. Donc là, c'est robotisé, l'entrée de la sortie, en faisant le mélange. Donc on peut trouver, par exemple, le marché des chocolats aussi. Ça change parce que des réservoirs, après, j'ai de la température. Est-ce que je dois chauffer par de la température plus élevée ou pas? Et donc, après, avec les robots, bien sûr, les outils, les têtes, changent, c'est normal. Prendre un morceau de fromage, c'est pas comme prendre un morceau de chocolat, pas comme prendre carrément un tableau de bord, ou là, carrément un véhicule, une voiture. Donc, tout dépend de ton industrie, ton application. L'info. اللي كاين هو ان واحد qui fait de l'informatique industrielle, un programmeur qui programme des calculateurs, il peut travailler dans n'importe quelle industrie. عنده هو un cahier de charge, au lieu de travailler avec un tel poids, il va retravailler avec un tel poids. Mais le programme, peut-être c'est le même. Trajectoire du robot. Il va prendre la pièce, il va le poser ici, et l'autre il va prendre, il va peut-être étiqueter, je ne sais pas quoi, puis après il passe vers l'emballage. Vous voyez? Il y a aussi celui qui fait la motorisation. Marché de viande. Aujourd'hui, on a des. Donc, c'est presque automatisé. Ça se l'air déjà automatisé. Ah, tu peux te dire,
Tout de suite, il tient avec les trucs. Vite, en 2 secondes, le bagage, pareil pour couper le. Je ne sais pas combien de kilos il pèse. Et en quelques secondes, tu as déjà les morceaux à gigot à côté, je ne sais pas, la tête à côté, tout à côté, etc. Tout de suite, ils vont vers l'emballage, hop, export. Avec un temps incroyable. Tous sont se basant sur ces systèmes automatisés et robotisés. Voilà un petit peu le domaine de pharmaceutique. J'ai mis pharmaceutique, mais je peux, parce qu'on a des tubes, je ne sais pas, de l'insuline ou ce que vous voulez. Pareil, les produits gazeux, donc on peut fabriquer avec un temps fou un certain nombre de conteneurs en quelques heures. Hop, et on envoie. Voilà, vous avez besoin bien sûr d'une source. Pourquoi il faut aller vers la source, je ne sais pas, un CIS, un Atlas, je ne sais pas, des mécanismes dans le but, bien sûr, d'avoir une source juste à côté, reste un petit traitement à faire, des compromis à mettre, parce que c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, ils peuvent en parler davantage. Mais voilà, donc, on a les ingrédients, on a les systèmes qui vont faire les choses, et on a l'emballage final avec des spécialités. On a chacun a de ses spécialités. La qualité, ماشي seulement في le produit. La qualité, c'est l'emballage. La qualité, on a plusieurs visions. On a la qualité في le relationnel. Est-ce que tu es vraiment un très bon relationnel? Tu es capable de relever la qualité de parole avec tes employés. On voit d'ailleurs des chefs de projet qui ont une relation humaine incroyable avec leurs employés. Le produit, la productivité est top. Et tu vois d'autres, malheureusement, qui parlent mal. Bah, un côté qualité humaine. Sans parler de la qualité du produit. Et après, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui contrôle de qualité. Quelle qualité le contrôle? Les physiciens, les automaticiens, on parle de vérification après test. Tu développes ton calculateur et tu n'es pas obligé de vendre. Plutôt, tu es obligé de passer par le contrôleur de qualité, surtout les systèmes à risque, surtout les produits chimiques, surtout les médicaments. Là, la vie humaine est plus chère que toute ta boîte. Ça peut coûter 1 milliard, c'est 9 milliards, l'être humain n'a pas de prix. Et donc, on donne de l'argent pour recruter des très bons agents en qualité. Bien sûr, qu'il y a des normes. Qu'il y a un module de la qualité, rafler les normes. Je vous conseille vraiment de le suivre. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais justement, aujourd'hui, on parle de la qualité ou les normes marocaines, nationales, puis après, on parle des normes internationales. Voilà donc une introduction 0.0. Maintenant, on va rentrer vers le vif des sujets. Donc, ce cours est composé des les parties principales suivantes. Donc, introduction et contexte. On parle de chaîne numérique que votre collègue a parlé tout à l'heure. Et on parle de l'usine 4.0 robotisée. Puis après, bien sûr, obligé, et on n'a pas le choix que de parler d'un certain nombre de machines, type outils à commande numérique. Puis après, on essaie de voir aussi les autres machines conventionnelles, euh, parfois moins chères que celles-là, qui représentent d'ailleurs un cas particulier des robots. D'accord? Donc, les IRA, je bien un robot. Trottinette, un robot. كل تقريبا هيش نقولوا سيمي روبوتيزي ولا سيمي اوتوماتيزي ولا اوتوماتيزي ولا اوتونوم. هنا داكشي علاش داك لوتونومي هي كون شيرش هي كي نو بيرميتر دو دير كون est في l'industrie 4.0. Quand tu as une production qui tourne, c'est pas facile de dire 100% de façon automatique. Et derrière, il y a toujours des êtres humains. La supervision, bien sûr, doit être là. Voilà, au moins, au lieu de travailler avec 10 personnes, et parfois ils sont là à ne rien faire, bah, on va automatiser leur poste, mais en même temps, on va les former. Ça va les pays développés forment leurs employés, leurs ingénieurs. Un ingénieur qui a eu son diplôme il y a 30 ans ne peut pas suivre l'actualité. Donc, on fait la formation continue. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Parce que
Si on compte sur ce que nous avons vu il y a 20 ans, on travaillait avec Pascal, on travaillait avec Fortran, on travaillait avec je ne sais pas quel logiciel. Maintenant, on a d'autres logiciels, C++, on a Java, on a le Python, on a énormément d'autres langages beaucoup plus simples, beaucoup plus sophistiqués qui font des choses mieux. Donc, on parle de l'usinage, on parle de la fabrication additive, donc chose qui apparaît, qui commence à apparaître en ce moment. On verra que c'est très très important cette partie de fabrication additive. C'est quoi le nom équivalent de la fabrication additive? Les fabrication. Exactement. C'est l'impression 3D. Et vous allez voir que franchement, c'est fabuleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et se base sur la robotisation. Alors, celui qui fait cette fabrication, c'est un robot aussi, comme celui qui fait l'usinage. Et on voit bien comment l'être humain se développe de façon... Et parfois, ce qu'on fabrique en tant qu'être humain ne dépasse. Ne dépasse. Rien qu'un calculateur. Qui a fait le calculateur ou la calculatrice la plus classique? Des robots, je peux le dire aussi. À ce qu'il y a dedans un microcontrôleur, la microprocesseur, tu lui donnes un chiffre de 10 à la puissance je ne sais pas quoi, multiplié par un autre chiffre de je ne sais pas quoi, et tout de suite, il te donne la réponse. Alors, qui a programmé ça? C'est nous. Les en contrepartie, on ne peut pas. Je te donne, moi, fais-moi la multiplication de 3,36 10 à la puissance moins 5 fois, je ne sais pas, tu me dis, t'es fou, je ne peux pas. Tu ne peux pas, même si on enseigne. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. Finalement, cette intelligence artificielle qui a démarré depuis des années, on a commencé à voir les fruits. Pourquoi aujourd'hui ça commence à se développer vite? Parce qu'on travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui en informatique le big data. Big data. À l'âge big data, avant, on a des informations beaucoup plus costauds, des gigas et des tégas d'informations. Et l'être humain, les microcontrôleurs, microprocesseurs, les anciens, ils ne peuvent pas gérer tout ça. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir faire beaucoup de choses. Les réseaux de neurones, c'est un réseau de neurones. L'intelligence artificielle, par exemple, l'algorithme génétique. Rien que génétique, ça fait mal à la tête. Rien que neurone, ça fait mal à la tête. Ça vient du neurone, finalement, c'est l'être humain. Donc, finalement, si on veut être idéal de l'industrie, on doit penser le corps humain, on doit maîtriser le corps humain. On doit savoir qui stocke l'énergie dans notre corps, qui fait passer l'information, qui fait passer l'alimentation, qui discipline, où sont nos sorties entre. Et un système, c'est ça. Avec une entrée, une sortie, des entrées et des sorties. Si j'ai un multiphysique, tu parles des entrées et des sorties. Ce qu'on appelle en automatique les CISO et les MIMO. CISO, ça veut dire Single Input, Single Output. Et quand tu parles de MIMO, ça veut dire multi. Il y a plusieurs inputs et multi-outputs. Le système fait un courant, à la fin, à la sortie, je mesure le courant. À l'aîné, tu peux avoir à la fois le courant, la vitesse, la pression, plusieurs domaines. Pourquoi on parle de mécatronique, multi-physique, pluridisciplinaire. Pourquoi donc j'ai insisté sur la physique? La physique, c'est le sens. Tu ne peux pas dire que je vais faire l'intelligence artificielle, ou ça y est, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux rendre intelligent. Tu ne peux pas dire que je suis dans l'industrie 4.0 et tu ne maîtrises pas la physique, tu ne maîtrises pas l'informatique et tu ne maîtrises pas l'électronique et tu ne maîtrises pas les capteurs, tu ne maîtrises pas les correcteurs. Tout cela fait que on est dans l'obligation, si on veut vraiment participer, voire peut-être créer ma boîte. On est jeune, le pays a besoin de nos capacités, nos qualités, notre énergie. Bah pourquoi? Collabore avec mes copains, j'ai une idée, lui a ses idées, on travaille ensemble, on est complémentaires. Je pense qu'on ça ne peut, il y en a par la force qu'on avance. L'individualisme casse. On est aimé travailler avec les autres, c'est toujours bien. Moi, je ne comprends pas un truc, ben, j'appelle mon copain, s'il te plaît, je n'ai pas compris, lui, il comprend, il va t'expliquer, tu gagnes énormément du temps. Et il ne faut pas, je l'ai remarqué,
ils n'ont pas honte de venir chez toi te demander l'explication. هذا ما تتسماش أنني je me rabaisse. بالعكس, c'est le savoir ou le vouloir apprendre. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي. ماشي parce que tu as 60 ans ou tu as 50 ans que tu vas pas demander à un jeune de 18 ans de te faire comprendre. Tes enfants maintenant, ils t'apprennent. Quotidiennement, ils t'apprennent des choses incroyables. Il vient avec le smartphone et il te dit, oh, papa, je fais ça. Ça vient d'où? Ouais, parce qu'il est curieux. Toi, tu n'as pas le temps parce que tu as des responsabilités à gauche à droite et tu ne rentres pas dans des trucs. Les gens, ils ont un smartphone, iPhone 13, 14, ils ne maîtrisent pas toutes les fonctionnalités. Alors, c'est ça qui fait que le prix a augmenté parce qu'on a des options de plus. La sécurité, je ne sais pas. Alors que parfois, il y a un maqarish, il ne sait ni lire ni. Oh, non, je veux un smartphone 13, iPhone 13 ou iPhone 14. Ah, ou dire ça. خاصك واحد الكاتل قديمات هذاك بها جماعة. Tiens, YouTube, tu trouves n'importe quel téléphone qui coûte 500 dirhams le mois. Ah, je dis, tu vas par exemple ton fils ou ton père pour qu'il t'achète un qui coûte 20 000 dirhams, alors lui, il n'a pas, pour que finalement, tu vas utiliser aucune option parmi les options pour laquelle le produit est devenu cher. Un petit peu. Avec les options, pas ton mobile. Mais j'ai ton mobile de haute gamme, tu sais, les options, mais ça me le régulateur, mais ça me ça. Oh, d'ailleurs, le PVL, j'ai. Elle est intelligente, bah là, je sais que je ne peux pas dépasser 120 km/h. Ben, je régule mon truc sur 120 km/h. Voilà. Alors, parfois, on fait des bêtises et on parle au téléphone. Tu ne vois pas que le contour monte. Hop, t'es flashé par le radar. Et maintenant, il vient jusqu'à chez toi, le PV. Ah oui. Bon, on commence à se développer. Ça le fait. Tu sais que moi aussi, j'ai reçu un PV. J'ai dépassé de 7 km/h, 60. Enfin, là, le boulevard. La première fois qu'ils l'ont installé, j'étais à 67. Un petit PV. Tu payes tout de suite. Hop, j'ai payé. Voilà. Et j'étais content. Là, j'étais content. حيت كنت تنقول له خصنا يديروا لنا هادشي باش انا ما شفتش هذه majoration. Voilà, j'ai reçu ma majoration. Non, je vais payer. J'ai payé directement mon téléphone direct. Voilà. J'ai perdu moi de côté, mais j'ai appris. تعلمت. بحال quand tu voles quelque chose ou là tu fais là tu as la pénalité, la punition. Punition automatique, c'est mieux. ما تشوف بوليسي ما تهز معاه تغلط معاه درتي الفلطه خلص وانت فرحان. Tu vois, c'est parfois ça rend la vie un petit peu intelligente. Donc on est dedans, petit à petit, on croit vraiment à notre gouvernement et en même temps, surtout à l'État qui chapeaute tout ça. Donc elle est en train de booster, bah, c'est à nous aussi de faire le nécessaire. Chacun dans son poste fait ce qu'il faut avec une certaine responsabilité. Donc voilà, donc à la notion, on va certainement y revenir. Bien sûr, la robotique industrielle, puis les systèmes automatisés de production. Pareil, chacun fait ce qu'il veut dans son domaine. Wahed qui a une formation génie industrielle, il l'appelle comme ça. Wahed a une formation génie électrique, il l'appelle comme ça. Et finalement, on est en train de se rejoindre sur le même objectif. Voilà quelques activités pratiques pour voir un petit peu comment on automatise. Même si, comme j'ai dit au début, ça n'est pas facile de dire que je suis en train d'enseigner l'industrie 4.0. On cherche de toucher ce qu'on peut en sachant qu'on a des formations différentes. Qui est اللي دار l'économie تقول له X plus Y تقول لك ما فاهم والو واحد اللي داير je sais pas l'automatique donc il te suit il comprend mieux il se sent plus à l'aise واحد داير ربما ما يفهمش في les normes ولا هذا donc il doit faire l'effort davantage pour un petit peu comprendre comment ça et du coup à un moment donné on doit converger vers le même point être sensibilisé, on est des cadres dans une entreprise, où là, on cherche à améliorer notre poste. Donc, si on ne maîtrise pas tout cela, comment tu vas gérer une équipe déjà pluridisciplinaire? Si tu ne connais pas sur quoi travaille lui, et sur quoi il travaille lui, et sur quoi il converge.
Pour être un chef d'équipe, déjà, il y a des équipes, là, je travaille avec واحد يدير la productique, واحد يدير la logistique, واحد يدير l'informatique, et l'autre, il fait je sais pas quoi. Ben, un chef, c'est qu'on minimum, عارف un petit peu. Donc là, un chef de département, par exemple, dans une... Voilà. Il y a le salaire qui augmente parce qu'un effort de plus, bien sûr, qui se rajoute. المسؤوليات تكثر. يعني tout en respectant nos collègues qui m'a dit في الأول حيت le relationnel ça nous manque. On a demandé de faire des formations en sciences humaines. On est des scientifiques, des ingénieurs qui sont purs et durs sciences. Ça nous manque le côté comment je dois gérer une équipe qui travaille mal et l'autre équipe qui travaille mieux et l'autre au milieu. Comment faire basculer cette équipe-là pour devenir comme les autres. Et comme ça, on réussit ensemble. Chaque travail d'équipe, c'est important. OK, donc après, bien sûr, une petite conclusion. Donc, les entreprises industrielles s'orientent ces dernières années vers de nouvelles technologies. Donc, on parle aussi de l'intelligence, des systèmes embarqués, la robotique classique et mobile. Donc, ces dernières représentent une vraie source de productivité. Alors, finalement, on cherche à augmenter la productivité. Autrement, on cherche à éradiquer la pauvreté. On cherche à éradiquer la famine. Si je prends quelques pays où malheureusement la production est presque nulle, on attend périodiquement sa terre, on ne va jamais s'en sortir. À un moment donné, il faut passer vers l'artificiel. Pour attaquer la sécheresse, on a d'abord les moyens pour ne pas avoir la sécheresse en Afrique. D'abord aujourd'hui, je pense dernièrement, l'État, ils ont fait l'affaire, même s'ils ont dit qu'ils vont commencer en novembre. Alors, le fait qu'on a des inondations un petit peu jusqu'à Tindouf, Bchar, au Tafilez, ça n'est pas normal. Bon, je dis rien. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'était incroyablement la première fois que rien de grave. On parle scientifiquement. On est à 100% pour la technologie, pour l'utilisation de la technologie. On doit remplir les barrages. On doit arroser nos plantes. On doit manger en gros. Là, il y a des zones un petit peu isolées. On a besoin de développer de la technologie pour aller leur donner le médicament via un drone. Les drones, aujourd'hui, l'Europe, là, dans les montagnes, ont des vrais drones puissants avec une certaine énergie, une certaine autonomie. On envoie les médicaments. On peut envoyer carrément la nourriture pour des zones isolées. Si jamais je n'ai pas accès, et on se souvient de la catastrophe de l'année dernière, la partie de sud Marrakech, les gens, malheureusement, c'était l'isolation. Mais bon, donc avec les hélicoptères, on peut déjà y arriver. Et si on arrive à faire des drones style hélicoptères autonomes qui permettent de dégager les séquestrés qui se trouvent là-bas isolés, donc ça ne peut être que bénéfique pour le pays. Et c'est ça qui fait basculer d'une vie classique à une vie un petit peu smart. Ainsi, à partir de l'usine classique, nous voyons apparaître l'usine moderne, plus intelligente et connectée en adéquation avec l'évolution des sociétés. Et donc, on parle de l'usine 4.0. Les études réalisées sur la transformation numérique et les acteurs intervenant dans le domaine industriel considèrent que le numérique représente un levier majeur de croissance. On verra que c'est vrai. Et même si on a une usine digitalisée de A à Z, on ne va pas trouver des retards. On ne va pas trouver beaucoup de choses qui freinent la production. Et la prédiction à la croissance, c'est tout à fait logique. Les indicateurs, le PIB ou le taux de chômage. Voilà, justement, je vois qui influence cette croissance. Voilà, un taux de chômage très élevé, ça veut dire la croissance ralentie.
un minimum de chômeurs, ça veut dire que ça veut dire ça tourne. Et donc la croissance économique est en bon état. Qu'il y a un lien. Un État qui ne fait pas travailler sa population, tout le monde est au chômage, il n'y a pas de croissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'usinage, il n'y a rien. Ça ne tourne pas, cette économie. C'est pourquoi il faut investir, il faut surtout demander aux gens, les grands entrepreneurs, les multinationales, de venir avec un certain nombre d'aides. Surtout les taxes, une partie finance, et finalement, quand tu lui dis, bah, je vais te donner donc une gratuité sur 5 ans, tu ne payes pas là, bah, ça ne peut être qu'encourageant. La même chose pour les jeunes d'aujourd'hui. Il a son diplôme d'ingénieur, un diplôme de master ou je ne sais pas quoi, quelle formation, et tu lui dis, bah, si tu veux créer ta boîte, bah voilà, une exonération de 5 ans sur machin, encore mieux, je peux te financer, je peux payer à 50% tes employés. Exact. Moi, l'essentiel, où on a l'État intelligente qui réussit sa stratégie, doit faire l'effort dans ce sens. On a un budget, chaque année, on a un budget, une misanie de la loi de finances qu'on 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 s'attrole, qu'on fait passer la chambre. C'est pas facile avec la loi. C'est la pire des travaux que tu peux faire. On va travailler sur la loi de finances de l'année en cours, là, de l'année prochaine. Il y en a plusieurs ministères, plusieurs, je ne sais pas quoi, les régions. C'est des milliards et des milliards d'argent qui sortent chaque année via donc, la Chambre des députés en votant pour la loi de finances. On est né après avec des priorités. Quand tu parles aujourd'hui, cette année, je pense ils ont consacré à peu près 133 milliards de dirhams rien que pour la défense. Ça n'est pas, c'est 13,3 milliards de dollars. C'est beaucoup. Mais bon, on a les contraintes. C'est normal. Quand tu vois, malheureusement, d'autres en train de booster dans ce sens, ben, tu ne peux pas rester à bras croisés. C'est malheureux, mais bon, donc on aurait bien aimé ces 13,3 milliards de dollars soit envoyés, par exemple, pour construire les autoroutes et les routes, puis aller connecter Tindouf à Laayoune et ou là, de Marrakech vers Bachar, quelques kilomètres. Et donc, on a une infrastructure, on développe la région maghrébine. Ça va pas malheureusement pour le moment, mais je pense qu'on est optimiste pour ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que, imagine, Inch'Allah, qu'il y a une motivation de toutes les couches, des mafiomes, les universitaires, bien sûr la population. On doit faire face à tout ce qui est insécurité pour sécuriser le pays, pour vivre la paix. Ça doit finalement, un gouvernement qui ne pense pas paix ne mérite pas d'être à la tête du pays. Malheureusement, on ne pense pas de la même manière partout dans le monde. Ok, donc le numérique intervient aussi dans les services techniques de l'entreprise. Dans un service technique, on a énormément de services informatiques, déjà, ou numérique. Ou d'ailleurs, sur ce service qu'on se base pour développer la digitalisation au sein de l'entreprise. Un service maintenance, je ne sais pas, service qualité, service, je ne sais pas, méthode, service fabrication et bien d'autres. Ça dépend bien sûr de l'entreprise. Plus de 30 à 60% qualité aussi, logistique, service logistique aussi. Donc plus de 60% de ces acteurs pensent que le numérique permet de développer la compétitivité des services de bureau d'études. C'est la base de n'importe quelle entreprise ou un bureau d'études. Si tu as un très bon bureau d'études, tu es sur le bon chemin. Tu développes la conception, tu développes un petit peu. Le tout se fait et se base sur le bureau d'études, les conceptions assistées par ordinateur, etc. En utilisant des logiciels sophistiqués, bien sûr,
pour valider quelque chose. D'après Temchier, le prototypage qui passe par la fabrication assistée par ordinateur. Et donc, on parle de service méthode, une partie de prototypage. On passe vers ce qu'on appelle service production. Et lorsque je parle de service production aussi, je parle de production masse. Ici, on ne passe pas et on ne valide pas cela, la partie service méthode, en proposant un prototype et en faisant le test, la vérification, on soit sûr que ce que nous avons justement fait depuis la conception, l'analyse, etc., le test, il n'y a pas de problème. Je donne un exemple et peut-être je vais rajouter quelques diapos et on s'arrête. Je ne sais pas si vous vous rappelez je peux qualifier de catastrophe, de Renault. Renault, dans les années 2000, ça fait une vingtaine d'années, 2003, je pense, 2004, je préparais, dans ce cas-là, je préparais ma thèse. Et je me rappelle lorsqu'il y avait la catastrophe des régulateurs, parce que finalement, on se rendait compte qu'il y avait un problème de vérification. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un système international sur des ingénieurs spécialistes sur les tests et vérifications. Donc, ça n'a pas été vérifié. Ils ont vendu pas mal de véhicules, Renault, et malheureusement, le calculateur est bloqué. Et du coup, les gens, ils ont fait trop d'accidents. Trop d'accidents. Et il a fabriqué plusieurs unités. Je dirais des milliers et des milliers. Et faites le calcul. La pièce, si je peux dire, par exemple, ça coûte 24 000 euros. Mittal, il t'a des centaines de milliers de pièces aussi, c'est des milliards d'argent qui vont être perdus à cette époque-là. Et ils ont fait appel à ces unités, surtout la Syrie, il y a le problème. Bien sûr, pour des accidents, enfin même des morts. Et donc, certainement, les gens concernés vont passer au tribunal, vont passer la justice, ce qui est logique. Et c'est là où ils devaient, la mutuelle nationale doit rembourser ces gens-là. C'est des dégâts. Hein. L'argent, on s'en fout. Les gens, ils ont perdu leurs proches. Et donc, ils ont dû revenir parce qu'il y avait le Tadakhulat, la justice et l'entreprise. C'est pourquoi ils ont perdu beaucoup d'argent, des milliards et des milliards d'argent. C'est pas facile pour une entreprise comme Renault. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour un petit peu remédier à ce problème? C'est tout simplement l'intégration avec, si vous avez une idée, on est toujours connecté. Voilà. J'espère que les autres me suivent. Ils étaient obligés d'intégrer l'entreprise Nissan. Nissan, il est venu en aide, en gros. Nissan, c'est un constructeur japonais. Et ils ont fait une collaboration pour avoir l'entreprise Renault-Nissan. C'était une période catastrophique. Aujourd'hui, maintenant, ils ont intégré la spécialité de la vérification, et pas seulement Renault-Nissan, mais aussi PSA et les autres, les Allemands et les Américains, etc. Donc, pour vous dire que la partie ingénierie et surtout le service méthode, on ne doit pas laisser passer l'erreur. Même si au niveau de la conception, il y a l'erreur, la méthode entre le prototypage, ça veut dire que vous êtes en train de construire un prototype. Avec le prototype, il faut vérifier qu'il est sûr. Ce qu'on appelle aujourd'hui les modules condensés, une sûreté de fonctionnement. Et voilà, donc, une fois que tu passes la production en masse, ça ne s'arrête pas. Regarde, la robotisation, il est en train de construire, je ne sais pas combien de véhicules par jour. Par exemple, si je prends le cas de Renault de Tangemed, ça ne dépasse les 300 000 unités par an. Vous imaginez un mois, je vais une unité. C'est catastrophique pour tout le monde, même pour le petit employé. Peut-être il va sortir en chômage. Donc voilà, donc c'est pourquoi il faut respecter les services. Chaque service est responsable de son travail, où chaque membre appartenant à ce service doit penser 60 000 fois
avant d'agir, avant de dire le calcul est de 0,0110 à la puissance moins 3. Vous imaginez 0,0000. Et pourtant, il peut être très sensible pour des installations type nucléaire, des installations, je dirais, type aéronautique, parce qu'on parle là, le temps de réponse. 10 à la puissance 3, on parle de 1 milliseconde, 2 millisecondes. Si tu es petit, tu ne dois pas négliger. Pareil, le nucléaire. Alors, on parle de milligramme. Le pH mètre, ça n'est pas pour on le gars 7 moins 7 est égal à ça. Ah, non, attention, acidique, c'est pas comme basique. C'est pas comme neutre. acidique, عندك trop de sucre. عندك الحقة المائدة زول عليها السكر الأتاي. Ça n'est pas النعناع كيف الحقة المائدة, le sucre. Parce qu'on a malheureusement, les Marocains, on ne sait pas manger, boire le thé. Là, c'est un travail chimique. Basique, c'est le sel plutôt. Et le sel, attention, c'est l'hypertension. Tu risques de mourir. Ah, c'est pas ça, allez, rajoute-moi une cuillère de sel. Eh ben, tu vas exploser. Voilà la différence entre un scientifique qui maîtrise un petit peu ces indicateurs et quelqu'un qui maîtrise pas. Ah, c'est pas grave, j'aime bien goûter. Je veux qu'il soit bien sucré. Et ما عرفش بان ملي تطلع عليه التونسيون parce que دار الملحه بزاف. Il bouge pas, donc les veines ديالهم خنوقين. Quand tu manges trop de sel, le sang s'accélère. Quand le sang s'accélère, ça veut dire que les veines qui sont déjà serrées ne supportent pas et explosent. Donc, il faut être sensible à les produits physico-chimiques de la vie quotidienne, y compris dans notre travail. Je m'excuse, je sais qu'on a un petit peu. Euh, Ça fait bac 2 minutes, 2 minutes et j'arrête. Donc, l'entreprise se dirige donc vers une automatisation croissante de ses processus, donc d'accord, que l'on appelle usine numérique, usine digitale ou encore usine 4.0. Plus qu'un mode, le numérique s'impose comme l'une des évolutions majeures des entreprises industrielles. Donc, la chaîne numérique en est un élément central. On s'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on se voit la semaine prochaine, Charles.